Parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour cette petite conversation sur des fêtes presque, entre parenthèses, zéro déchet. Donc, on va lancer la conversation entre nos trois invités et on gardera une période de questions pour la fin de l'événement. N'hésitez pas à écrire si vous en avez des questions dans les commentaires pour ne pas les oublier. Et aussi, pour information, on fera un tirage au sort à la fin de la conversation pour 2 certificats de 10$ à utiliser sur la boutique en ligne de mesure.cc. Donc, ça aura lieu à la fin de cet événement. Alors, un temps des fêtes plus écolo, oui, mais comment? Alors, c'est la question qui va animer cette conversation entre nos 3 panélistes qui représentent le GRAM, le regroupement des écoquartiers et donc l'entreprise mesure.cc, mesure tout court, on peut dire. Je propose à chacune d'elles de se présenter rapidement et peut-être en commençant par Charlotte. Bonjour à tous, merci d'être là, je suis contente d'être parmi vous. Rapidement, moi, je m'appelle Charlotte Maumaton, je suis cofondatrice de l'entreprise Mesure qui a tout juste 1 an. Et chez Mesure, qu'est-ce qu'on fait en une phrase? On encourage les citoyens à retrouver des habitudes écologiques et saines à l'intérieur de leur maison en leur apprenant à fabriquer leurs produits ménagers biodégradables et écologiques chez eux. On propose donc des recettes et des ateliers de fabrication, puis des produits. On essaye d'être au maximum, évidemment, zéro déchet, en tout cas d'y tendre et d'avoir le moindre impact possible sur l'environnement. Voilà. On continue avec Sophie. Sophie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sophie Lallemand, je travaille au regroupement des écoquartiers. Donc si vous avez un écoquartier près de chez vous, il est certainement, on fédère tous les écoquartiers de Montréal. Puis c'est ça, ça fait 5 ou 6 ans, je pense, que je pratique le zéro déchet à titre personnel. Donc je suis bien contente qu'on ait l'occasion d'en parler aujourd'hui. Et puis ma collègue Sandrine. Oui, donc moi, je travaille pour le GRAM, qui est le groupe de recommandations et d'action pour un meilleur environnement. Ça fait quand même un bon 5 ans que je pratique le zéro déchet, mais vous allez voir, j'ai comme une trame narrative dans les discussions qu'on va avoir. Je suis toujours un peu dans le faire ce qui est dans les limites de notre possible, puis de faire de son mieux, et que l'important, c'est de le faire tout aussi imparfaitement qu'on veut, mais de le faire au lieu de rien faire. Donc, voilà. Et je proposerais que Nicolas se présente aussi comme super animateur de ce panel de discussion. Merci Sandrine. Donc, moi, je suis agent d'écoquartier à la Chine. J'ai également à cœur de sensibiliser et d'outiller les citoyens sur les gestes environnementaux qu'ils peuvent adopter dans leur quotidien. Puis ça, dans le but d'améliorer à la fois leur cadre de vie, mais aussi en réduisant leur impact environnemental. Donc moi, un peu comme Sandrine, je crois vraiment fort au pouvoir des individus, surtout dans les choix de consommation là, de tous les jours. Donc consommer, c'est voter. Alors, revenons au sujet qui nous réunit aujourd'hui, donc les célébrations du temps des fêtes, qui sont souvent génératrices de matières résiduelles. Or, on constate quand même que la population se conscientise de plus en plus à la question de la production des déchets et du gaspillage. Donc, à l'approche des fêtes de la fin d'année, le GRAM, le regroupement des écoquartiers et Mesure, on se rassemble pour parler de ces célébrations en essayant de les rendre presque zéro déchet. Alors, on abordera 3 thématiques. En premier lieu, la nourriture. Ensuite, les cadeaux. Et puis, le sapin de Noël. Alors, je commence avec la nourriture. On se lance dans le vif du sujet. Donc, petite introduction sur ce sujet-là. Donc, Éric Ménard, qui est fondateur du réseau contre le gaspillage alimentaire, aussi appelé le REGAL, c'est une des grandes références sur ce sujet au Québec. Il se base sur une étude de 2019 du VCMI pour souligner que 30,4% des aliments qui sont produits au Canada sont perdus ou gaspillés. C'est quand même un chiffre qui est impressionnant. Il y a certains médias qui vont avancer le chiffre de 60%, mais je pense que l'analyse d'Éric Ménard est un petit peu plus juste. Et donc, on peut voir aussi que parmi tout ce gaspillage alimentaire,
la part qui revient aux ménages tourne autour de 21%. Donc, c'est à la fois une prise de conscience et en même temps une façon de se déculpabiliser. Donc, on a une part de responsabilité, mais on voit bien que la majorité du gaspillage a quand même lieu ailleurs que dans la maison. Cela dit, on peut regarder d'autres études, notamment une du Conseil national zéro déchet, qui se concentre sur le gaspillage alimentaire au niveau des ménages canadiens. Et il établit que la moyenne par personne en gaspillage tourne à 65 kilos. Donc, c'est quand même majeur. En jonglant avec les deux études, on comprend donc que les ménages sont responsables de 21% du gaspillage, mais aussi que parmi ce gaspillage-là, 63% des aliments auraient pu être consommés. Il y a donc assurément des pistes d'amélioration que chacun et chacune d'entre nous peut suivre, et c'est ce dont nous allons parler tout de suite. Donc, pour ouvrir la conversation, Charlotte, est-ce que tu aurais des gestes, des idées, des recommandations pour nous aider à réduire le gaspillage au temps des fêtes? Oui, alors je pense qu'on a tous déjà expérimenté au temps des fêtes et souvent, donc, on fait des repas, des grands rassemblements, on mange souvent beaucoup trop et il y a énormément de restes. Donc, comment limiter ça finalement? Donc, une des solutions, c'est de prévoir pour l'hôte principalement, de prévoir à l'avance ses menus des fêtes, ce qui permet à la fois de faire ses courses, d'avoir le temps de faire ses courses et pas se retrouver au dernier moment à faire son épicerie avec des produits suremballés et industriels. Sophie va vous parler juste après de l'achat en vrac. Ça permet aussi de commander en avance si on veut une dinde ou une bûche de Noël. Ça permet de commander en local, pour commander des bons produits et de permettre aussi aux fournisseurs d'anticiper cette demande. Un deuxième axe, c'est de mieux doser ce dont on a réellement besoin, prévoir un petit peu moins. C'est vrai qu'on mange beaucoup, on mange généralement trop. Aussi pour éviter, donc si on ne veut pas se limiter, pour éviter de gaspiller ou de jeter ou d'avoir à manger pendant encore plusieurs jours son repas de Noël, on peut demander à ses invités d'amener ses Tupperware ou d'amener en fait des contenants pour rapporter ses restes. Et aussi, alors c'est pas directement lié au gaspillage alimentaire, mais un petit conseil sur les repas des fêtes. C'est plus rare pour les repas des fêtes, mais ça concerne finalement toutes les fêtes en général. Pourquoi ne pas demander à ses invités d'amener aussi leurs ustensiles pour éviter d'utiliser du jetable ou de se retrouver avec des tonnes de vaisselle à faire juste après. Voilà. Je passe la parole à Sophie qui va nous parler des achats en vrac. Mais c'est ça, je pense qu'il y a comme, un espèce de mythe en ce moment, et puis il y a plein de questions qu'on s'est posées, puis qui sont bien normales de savoir est-ce que je peux acheter en vrac en temps de Covid ou pas. Et en fait, il y a un article qui est sorti il y a 3 semaines dans le métro qui dit, le titre c'est en temps de Covid, mieux vaut utiliser un contenant réutilisable, donc ce serait plus sûr. Puis il y a je vais mettre l'article dans le chat. Il y a un nouvel article qui est sorti il y a une semaine de la presse dans la même veine. Puis en fait, ça se base sur un guide qui a été publié par la coop Zéro Déchet Incita, puis qui a été vérifié par la direction régionale de la santé. Donc je pense déjà c'est important de se rendre compte de ça. En fait, il y a moins de gens qui manipulent une boîte qu'on amène nous et dont on se sert qu'un contenant qui va être manipulé par plein d'employés un contenant jetable qui va être manipulé par plein d'employés avant que ça se retrouve dans les mains de l'acheteur ou de l'acheteuse. Fait qu'on peut continuer à faire ces achats en vrac en ce moment. Puis tu le disais, Charlotte, il y a beaucoup de gaspillage. Puis moi, ce que j'aime dans l'achat en vrac aussi, c'est de pouvoir acheter juste la quantité dont j'ai besoin. Parce que peut-être qu'à Noël, on va cuisiner un truc super fancy qu'on ne cuisine jamais. Puis c'est cool de pouvoir acheter juste la quantité pour faire comme ce plat fancy qu'on ne refera jamais après. Fait que c'est vraiment des avantages, je trouve, d'acheter en vrac. Puis tu l'as dit en introduction, Nicolas, on parle de zéro déchet aujourd'hui, de zéro déchet imparfait, mais on parle d'écologie surtout. Puis fait que, il y a plein d'autres options que le zéro déchet aussi pour un temps des fêtes écologique. Puis c'est privilégier par exemple les produits biologiques. On a la chance d'avoir plein de paniers de fermiers de famille à Montréal et au Québec. D'acheter local, puis ça permet de soutenir aussi les entreprises qui passent des moments difficiles en ce moment. Puis tu l'as dit, Charlotte, on peut commander un pain, on peut commander une bûche dans le coin, puis c'est cool de
de soutenir ces commerçants à ce moment-là. Et bien sûr aussi, on sait l'impact qu'a la consommation de produits animaux. Fait que pourquoi pas essayer de réduire la consommation de viande, de produits laitiers, etc. Aux approches des fêtes. Il y en a certains qui en consomment déjà pas, il y en a certains qui en consomment beaucoup, mais réduire ça, ça peut être une bonne idée. Et puis en préparant cette conférence, j'avais l'anecdote des carottes style saumon fumé que j'ai goûté hier et qu'une amie végane a fait goûter à son père qui trouvait que c'était le meilleur saumon fumé qu'il n'avait pas mangé, qu'il n'avait jamais mangé parce qu'elle a décidé de ne pas lui dire tout de suite que ça n'était pas du saumon. Je pense que c'était une recette de Jean-Philippe ou de Louni. Là, on a des bons choix pour des idées de cuisine québécoises, notamment avec eux. Puis il y a 1.5 aussi qui sort en ce moment, un espèce de mouvement Slack sur la viande. Donc encore une fois, comme tu le disais Sandrine, on ne veut pas forcément être parfait là, mais diminuer déjà sa consommation, ça va vraiment faire un bon effet. Puis ils le font sur une campagne vraiment cool avec des chiffres bien appuyés sur des études, donc c'est vraiment intéressant, je trouve. Puis on se le disait aussi, c'est un moment où on va se faire plaisir, fait qu'on ne veut pas se priver de tout, mais justement peut-être réduire la quantité puis privilégier des bons produits locaux, bio, qui coûtent peut-être un peu plus cher, mais ce qui est un meilleur moment dans l'année d'avoir un gros budget nourriture et de se faire un peu plaisir tout en fait consommant avec nos valeurs. Donc, c'est pas mal pour ça que je m'enligne, moi, pour le temps des fêtes. J'aime ce que tu dis, Sophie, sur Slack la viande, parce que moi, je le suis, en tout cas, du moins sur Facebook. Puis, en fait, ça me rejoint vraiment un peu dans mon idée de faire notre possible ou faire selon ce qui nous tente, parce qu'ils disent pas d'arrêter de manger de la viande, ils disent de slacker. Puis aussi, dans leurs infographies, ils te montrent en fait la quantité de GS produite par la production de bœuf, mais aussi de porc, de poulet, de tofu, de poisson, etc. Donc, déjà, tu vois, ils disent pas comme le tofu, c'est mieux. Ils disent juste, regarde, prends conscience, mais peut-être qu'à la place de manger du bœuf 4 fois par semaine, ben, tu vas manger du poulet 4 fois par semaine, puis tu vas remplacer un repas de bœuf par du tofu, etc. Donc, tu sais, il y a moyen, parce que surtout pendant le temps des fêtes, c'est drôle parce que hier, je parlais avec ma mère, justement, qui était en train de me dire qu'elle voulait que pour Noël, on fasse le gros repas traditionnel québécois, ragoût de boulettes, tourtière, dinde, toute l'équipe. Puis j'étais comme, ben oui, tu sais, comme c'est traditionnel, puis tu sais, jamais je voudrais forcer ma famille à abandonner ces belles traditions-là. Mais par contre, il y a quand même une mesure à prendre. Peut-être que la tourtière de votre grand-mère, c'est indispensable pour Noël. Super. Mais peut-être que vous n'allez pas acheter 3 pâtés et 4 fromages pour après le repas, tu sais. Donc, je pense qu'il y a quand même des choix à faire de ce côté-là. Puis j'aime ce que tu as dit aussi, Sophie, que Noël, c'est fait pour se gâter aussi. Donc, on peut aussi aller vers des options locales, tu sais, comme aller vraiment chez le bon boucher de notre coin. On encourage l'économie locale. Puis en plus, ben, on a accès à des produits qui sont un peu de meilleure qualité. Puis en fait, le gaspillage alimentaire, ça nous fait penser évidemment aussi au compost. Et on sait que ça peut être un défi pour certains de composter parce que ce n'est pas toutes les villes qui ont un service de compost. Donc, dans nos discussions qu'on a eues au tout début de la préparation de cette conférence, on se disait que il y a aussi moyen, tout comme vous pouvez demander à vos invités d'amener leur Tupperware pour reprendre des restants de bouffe, ben, si vous avez un invité qui, lui, a du compost chez lui, ben, vous pouvez le prévenir d'avance, lui dire hey, est-ce que ça te dérange si je te donne mon petit pack de compost à la fin de la journée, de ma journée de cuisine et tu peux le mettre dans le tien? Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va vous refuser ça. Donc voilà, je veux dire, il y a quand même des solutions à trouver dans cet esprit de partage communautaire qu'on a dans le temps des fêtes avec nos familles, nos amis. Bon, c'est sûr que là, en temps de pandémie, on n'aura pas de party de 25 personnes, mais il y a quand même une façon de se débrouiller. C'est ça, puis on n'aura pas le temps, je pense, d'en discuter cette fois, puis c'est un peu hors sujet, mais on s'est rendu compte avec Charlotte qu'on était tous les deux fans de vermicompost et qu'on ne va pas demander à tous les gens qui sont connectés de nous ramener leur reste pour nourrir nos vers, mais si jamais vous voulez vous lancer là-dedans, c'est facile, ça sent pas mauvais et c'est sympa comme activité. Alors, comment vous ne m'aidez pas à faire une transition vers les cadeaux. Alors, offrons-nous des verres de vermicompost. Des verres pour le vermicompost. Ah oui, la prochaine thématique. Puis merci à chacune
pour les apports là, sur le premier thème. Le prochain thème, c'est les cadeaux. Et puis, c'est pas bien, mais je vais faire dès le début une petite digression, notamment sur les emballages. Puis, chaque année, l'association Zero Waste Canada estime que les Canadiens jettent environ 545 000 tonnes de papier d'emballage et autres sacs pour offrir des choses. Donc, ce gâchis féerique là, pèserait autant que 360 000 voitures. Là. Je pense qu'on s'imagine tous à quoi ressemble une voiture et qu'est-ce que ça pèse. Donc, je prends une demi-seconde pour souligner là, que les papiers métallisés ou dorés, ainsi que tout ce qui est pailleté, mais aussi les tissus qui sont utilisés parfois, ne sont pas recyclables. Donc, si vous cherchez à vous renseigner là-dessus, Recycle Québec donne vraiment d'excellents conseils sur son site web. Donc, pour revenir au sujet des cadeaux, encore selon l'association Zero Waste Canada, les psychologues et les spécialistes de son monde ont constaté que de donner des cadeaux est vraiment une interaction humaine importante. Et elle aide à renforcer les liens entre les familles et les amis. Si on gâte quelqu'un, c'est qu'on l'aime, et inversement, vice-versa. Donc, pas étonnant qu'on soit tous tellement attachés à cette idée de faire des cadeaux par milliers, comme dans la chanson. Donc, essayons alors de faire des cadeaux différents qui nous ressemblent et qui respectent l'environnement. Nos proches, de toute façon, de façon générale, apprécient davantage l'intention du cadeau que le cadeau lui-même. Alors, il est possible, avec un peu d'imagination, de déjouer les pièges des cadeaux superficiels et inutiles. Nos trois panélistes vont nous donner quelques idées et on commence avec Sophie. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, que c'est l'intention qui compte. Et puis, et pourtant, tu sais, je me rends compte que des fois, à 3 jours de Noël, tu es là en panique à dire qu'est-ce que je dois offrir. Puis c'est horrible, en fait. Est-ce que moi, j'aurais envie de recevoir un cadeau que quelqu'un s'est fait du souci pour me l'offrir et tu sais, a pas pris de plaisir à l'offrir, pas vraiment. Moi, je pense qu'une bonne option, c'est les trucs qui se mangent. Tu sais, ça peut pas être gaspillé. Enfin, il y a quand même peu de chance, je trouve. Pourquoi pas le fait maison, tu sais, des noix au sirop d'érable, des petites choses comme ça que tu fais toi-même dans un petit joli pot maçon que tu décores ou quoi. C'est toujours quelque chose qui fait plaisir à recevoir, je trouve. Ou, tu sais, moi, j'aime bien les plantes, l'herboristerie, puis des mélanges de plantes. Puis je dis à la personne, pourquoi j'ai choisi telle et telle et telle plante pour toi. Puis, tu sais, c'est vraiment personnalisé, puis c'est chouette. Mais sinon, c'est sûr que si on veut acheter de quoi, moi, je conseillerais d'aller vers des choix plutôt éthiques. Tu sais, des choses faites en local par des artisans. Il y a par exemple un groupe Facebook qui s'appelle Made in Québec, je pense, où on peut taper « Je cherche, je sais pas, des bas de laine pour offrir à ma grand-mère. Est-ce que vous avez quelqu'un qui les fait ?» Et puis là, on va trouver vraiment des petits artisans qui ressortent. Puis moi, il y a 5 ou 6 ans, quand j'ai commencé le zéro déchet, j'ai commencé en même temps le défi Rien de neuf, ou peut-être il y a 4 ans. Et donc, j'essaye de rien acheter quasiment de neuf. Et donc, il y a les friperies, c'est génial. À Montréal, moi, j'adore Petit Frère, mais il y en a plein d'autres dans lesquels on peut trouver vraiment des trésors. Puis encore une fois, des pièces uniques. Tu sais, il n'y a aucune chance que ton oncle se retrouve avec 4 fois le même cadeau que tu as retrouvé d'occasion là dans la friperie du coin. Donc, je trouve ça chouette. Il y a une app que j'utilise de temps en temps qui s'appelle Buns. Puis là, c'est du troc. C'est super drôle de savoir qu'on a troqué une mini hache de camping pour hacher des bûches contre un livre de design écologique, justement. C'est comme quelle chance il y a que la personne soit intéressée à ce que tu as puis que tu sois intéressé à ce qu'elle a, mais ça fait vraiment des belles rencontres. Bien sûr, il y a les Kijiji, les marketplaces de ce monde sur lesquels c'est très facile de chercher quelque chose juste à côté de chez nous. Et puis tu le disais, on est un peu peut-être hors sujet du cadeau, mais les emballages quand même, c'est bien important à Noël. Puis attention à la mode du furoshiki. Je vois sur des boutiques zéro déchet que j'aime beaucoup qu'on vend des tissus faits exprès pour ça. Puis je trouve ça dommage parce que avec un foulard que tu as à la maison, avec une tête d'oreiller, avec un joli torchon que tu peux offrir en même temps, ou moi je récupère mes foulards. Puis la première fois, les gens trouvent ça un peu bizarre, mais en fait, c'est bien correct que je repars avec mon foulard. Puis on peut en faire des super jolis avec des choses qu'on a à la maison. Fait que acheter un tissu juste pour l'offrir à Noël, je pense que l'impact environnemental est malheureusement pire que si on utilisait du papier cadeau de Noël à usage unique. Fait que attention au piège du zéro déchet. Je suis zéro déchet, c'est du tissu, mais en fait,
finalement, ça a un pire impact si on regarde toute l'analyse du cycle de vie. Fait que c'est pas mal ça mes conseils, mais je pense que Charlotte, toi, tu n'as pas besoin d'emballer toujours tes cadeaux. Alors, juste pour revenir, aller un petit peu plus loin sur les emballages, vous avez sûrement déjà mis des stop pubs sur vos boîtes aux lettres, mais ça n'empêche pas les distributeurs de journaux d'en mettre de temps en temps dans les boîtes aux lettres ou par terre même. Pourquoi pas, plutôt que d'utiliser du tissu, récupérer du papier journal et puis s'en servir pour faire ces emballages cadeaux. On peut même utiliser les images sur les publicités pour faire des petits clins d'œil et même écrire des messages au feutre dessus. Ça peut devenir vraiment très ludique et aussi avec des enfants. Voilà. Mais effectivement, comme disait Sophie, j'ai depuis quelques années une autre alternative aux cadeaux, en tout cas aux cadeaux physiques, c'est d'offrir des expériences. Et puis ça a commencé parce que ma maman a tendance à toujours conserver tous les petits cadeaux et même les trucs à manger là. Genre, elle les mangeait pas parce qu'elle voulait les garder en souvenir. Donc, il y a un moment où je me suis dit, OK, c'est plus possible. Et puis, je commençais à être vraiment plus conscientisée de l'impact de nos achats et puis des objets aussi. Parce que même si c'est écologique, à partir du moment où l'objet il a été créé, ben, ça peut pas être réellement zéro déchet. Donc, j'ai commencé à offrir des expériences. Puis, les expériences, il y a tout un panel possible. Ça peut être une expérience sportive, une expérience soins, santé, comme un séjour au spa ou une expérience plus culturelle comme un concert ou une pièce de théâtre. Ça permet aussi d'encourager les artisans ou en tout cas les entreprises locales offrir quelque chose de la région de Montréal ou une activité, en tout cas où qu'on soit d'ailleurs dans le monde. Et puis, il y a aussi les expériences, si on a un plus petit budget, ça peut être une balade en forêt ou en sport d'hiver en famille, parce que l'organisation de cette activité, ça prend du temps, puis c'est ça qui a de la valeur finalement. Ce que tu disais, Sophie, sur se retrouver 3 jours avant à stresser pour trouver un cadeau, finalement, en fait, la réflexion et le temps qu'on met à préparer quelque chose pour quelqu'un ou pour sa famille, c'est ça pour moi qui a de la valeur et puis qui est un petit peu le symbole aussi du temps des fêtes, de se retrouver ensemble. Et une dernière chose sur les expériences, ça peut être aussi de proposer à ses proches de faire du bénévolat. Surtout en ces temps un peu plus difficiles. Il y a de plus en plus de gens qui sont en précarité ou des aînés qui sont dans le besoin ou qui ont plus de difficultés à se déplacer. Il y a beaucoup d'associations qui demandent en fait des services de bénévolat et on peut soit l'offrir, soit demander à quelqu'un de ses proches de nous accompagner comme cadeau finalement pour ces activités. Voilà, je vais laisser la parole à Sandrine qui va nous parler des préjugés du regifting ou réoffrir les cadeaux qu'on a déjà eus. Ouais, ben c'est ça. En fait, dans nos discussions initiales, je trouvais ça quand même intéressant. Puis en fait, ça revient un peu à ce que Sophie disait sur le troc aussi, qui peut être une option. C'est que, tu sais, je pense qu'il y a un certain préjugé sur le regifting dans le sens que tu t'es fait offrir un truc, un cadeau, puis que tu le redonnes à quelqu'un parce que toi, de toute façon, ça ne te servira pas. Donc, on s'entend que si ça ne te sert pas, bon, tu peux le donner à des organismes de charité si c'est le genre de truc qui se donne. Mais tu sais, admettons, je sais pas, tu te fais offrir un pot de betterave en conserve et toi, tu détestes les betteraves, tu sais. Je veux dire, tu vas pas le donner à un organisme de charité, tu peux le donner à une banque alimentaire, mais tu sais que, genre, ta meilleure amie, elle ne vit que pour les betteraves. Il y a quand même un espèce de préjugé de dire comme, ah ouais, mais c'est cheap, genre, parce que tu m'as rien acheté. Puis en fait, c'est un peu le tabou de comme il faut que tu dépenses de l'argent pour montrer à quelqu'un que tu as pensé à cette personne-là. Donc, en fait, tu sais, c'est juste de repenser à notre conception de c'est quoi un cadeau. Est-ce que le cadeau, c'est le montant d'argent que la personne a dépensé pour vous, que ce soit un truc super éthique, que ce soit une activité, que ce soit peu importe, ou est-ce que c'est vraiment la pensée derrière? C'est sûr que, bon, moi, je me suis fait déjà donner des trucs que clairement, ça n'avait pas été acheté pour moi, et clairement, ils ne savaient pas quoi me donner, donc ils m'ont refilé ça. C'était très, très moche et c'était un peu décevant. Donc, tu sais, il faut faire attention quand même d'être sûr que ça va faire plaisir à la personne. Mais je repense toujours à mon ex-belle-mère qui était enseignante au primaire et vous doutez le nombre de boîtes de chocolat qu'elle a dû recevoir pour Noël. Mais elle en mangeait genre 3 fois du chocolat par année. Donc, je me rappelle, elle m'avait redonné une belle boîte de chocolat, de bon chocolat de qualité. Et clairement, tu sais, je veux dire, c'était un de ses étudiants qui lui avait donné.
Puis quand j'ai dit ça à mes amis, tout le monde était comme « Ah ouais, mais c'est cheap. » Je suis comme « Ben non, parce que moi, je suis contente, j'adore ça, le chocolat, puis c'est le genre de truc que j'irais jamais m'acheter pour moi-même, fait que je suis super contente. » Donc, je pense que, tu sais, il y a juste un peu un travail à faire sur comme notre conception de c'est vraiment c'est quoi un cadeau. Et qu'il y a, tu sais, dans une perspective écologique, il n'y a pas de mal à redonner un cadeau qu'on s'est fait donner. Encore une fois, dans une perspective que ça va faire plaisir à la personne. Tu sais, c'est sûr qu'on ne redonne pas n'importe quoi. Donc, c'est matière à réflexion, je pense, pour tout le monde. Je mettrai mon courriel en commentaire et mon adresse. Si quelqu'un veut m'envoyer des chocolats que vous n'aimez pas, n'hésitez pas. Moi aussi, je prends, hein, si jamais t'en as trop, Sophie. J'ai une petite chose à rajouter qui vient de me revenir. En fait, j'avais plus pensé. On est un groupe d'amis, on passe souvent les fêtes ensemble habituellement. Et ça fait quelques années qu'on fait ça. Vous avez sûrement entendu parler du Secret Santa. Donc c'est un genre de tirage au sort en fait qu'on peut faire en ligne, on rentre son courriel et puis ça tire au sort et ça envoie un email à chacun. Comme ça, au lieu de faire 10 cadeaux si on est 10, ça marche aussi évidemment pour la famille, ça permet de faire un cadeau à une personne. Et ça permet aussi, au lieu de se prendre la tête à faire des tout petits cadeaux à plein de personnes, j'aime bien ton pouce, Sophie, ça permet de se concentrer un peu plus et d'avoir un peu plus de temps à réfléchir à un cadeau qui va plus plaire à cette personne-là. Et ce qu'on a fait ces dernières années aussi, c'est de faire un budget maximum. On est entre amis, donc c'est un petit budget de, en général, une quinzaine de dollars. Et en plus de tout ça, on a fait depuis l'année dernière de faire quelque chose fait maison, qu'on fabrique nous-mêmes. Donc, ça oblige aussi, donc on a une seule personne, on a un petit budget, mais ça nous oblige à réfléchir un petit peu. Et je me souviens, l'année dernière, c'était vraiment très ludique de préparer ça et puis d'expliquer comment on avait préparé ça. Ensuite, ça fait toute une petite histoire et beaucoup de rigolade. Voilà. C'était mon vraiment cool. Puis tu as raison, c'est plutôt que s'offrir des bébelles, plutôt que d'offrir 10 bébelles qui valent rien puis qui servent à rien, choisir une personne, puis prendre ton temps pour réfléchir à qu'est-ce qu'elle aime, puis poser des questions, puis c'est vraiment cool. Puis c'est vrai que ça paraît évident, en fait, on fait pareil dans ma famille, puis avec mes amis depuis des années, mais super bonne idée d'en parler aujourd'hui, je trouve. Me permets une petite aparté parce que j'ai appris l'existence de ça, puis après je sais qu'on va devoir enchaîner, mais j'ai appris son existence avant-hier dans un de mes cours à l'université. Mais mon prof nous suggérait, si on avait un cadeau à faire et qu'on ne savait pas quoi acheter, il y a un organisme qui s'appelle Alvéole qui fait de l'apiculture urbaine. Donc, en fait, ils font du miel sur les toits de Montréal. Bref, à chaque année, ils font un calendrier des apiculteurs nus. Donc, si jamais ça vous tente de contribuer à une organisation qui est super, qui est montréalaise, qui est environnementale parce qu'ils réintroduisent des pollinisateurs en milieu urbain, et qui va faire sourciller plus d'un. C'est super drôle. Vous irez voir ça, le calendrier des apiculteurs nus. Je pense que du coup, on a un top 3 des cadeaux originaux. Là, les verres de vermicompost, la boîte de betterave et le calendrier des apiculteurs nus. Je pense que niveau originalité, en tout cas, on est gagnant là. Ouais. Bon, j'ai essayé de retenir le beau pompon là, qui demande des câlins pendant un petit moment pour ne pas voler la vedette à nos panélistes. Mais voilà, il se déchaîne, donc je vais profiter de lui donner un peu d'affection pour passer au sujet suivant, le sapin de Noël. Donc, selon l'Association des producteurs d'arbres de Noël du Québec, on estime à environ 800 000 arbres naturels vendus au Québec et dans les autres provinces canadiennes à chaque année. C'est quand même un chiffre impressionnant. Et puis, on touche ici à un sujet qui est légèrement polarisant, là, à savoir le sapin en plastique qu'on va garder pendant 10, 15 ou 20 ans, mais qui finira quand même à l'enfouissement, ou le sapin naturel qu'on doit changer à chaque année. D'abord, on pourrait se questionner pourquoi le débat tourne éternellement et seulement entre ces deux solutions. Il en existe beaucoup d'autres, avec des impacts bien inférieurs, et cette présentation-là du débat est légèrement biaisée. Et finalement, moi, je me demande, est-ce que ce ne serait pas une façon de justifier un certain statu quo? Donc, je propose à Sandrine d'aborder, dans un premier lieu, le sujet du sapin en plastique. Oui, parce que en fait, les sapins en plastique, moi, j'entends souvent ça. Puis en fait, je l'ai entendu de mon père il n'y a pas longtemps, je cherchais des décorations de Noël, puis je ne voulais pas qu'il en achète en plastique. Il dit, ouais, mais on va les réutiliser.
Puis, tu sais, il me semble que c'est zéro déchet de réutiliser. Absolument, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, vous le voyez à l'écran, mais il faut savoir qu'un sapin artificiel, il faut l'utiliser pendant 20 ans pour compenser ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à sa production, mais aussi à son transport. Même chose pour vos couronnes de Noël, guirlandes de faux sapins ou peu importe. Donc, tu sais, oui, vous allez le réutiliser, mais est-ce que vous allez le réutiliser pendant 20 ans? Donc, c'est sûr que c'est quand même un engagement à long terme. Là, j'en entends aussi dire, puis on le voit souvent dans le zéro déchet, il y en a qui sont comme « Ouais, moi, cette année, je deviens écolo, je me débarrasse de mon sapin en plastique et j'achète des sapins naturels ou je fais mon sapin avec des livres ou peu importe. » Ouais, mais si tu l'as déjà, puis tu l'as déjà depuis 15 ans, puis il est encore en bon état, continue à l'utiliser. Je veux dire, personne ne va te juger pour ça. Au contraire, tu sais, je veux dire, continue à utiliser ce que tu as. Et c'est qu'une fois qu'il sera cassé, ben, peut-être à ce moment-là, tu pourras reconsidérer si tu vas aller vers un sapin naturel, vers un sapin plus original comme on en voit à l'écran, etc. Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour les sapins de Noël naturels pour l'odeur de sapin parce que c'est ça qui me dit que Noël est enfin arrivé. Par contre, je sais que Charlotte a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, donc je vais la laisser vous en parler. Donc, c'est ça, Charlotte, les sapins naturels, toi, t'en penses quoi? Ton micro est coupé. Alors, personnellement, ça fait plusieurs années que j'achète plus de sapins. Mais c'est encore une fois une question de choix, une question de est-ce que je suis à Noël chez moi, est-ce que je vais fêter avec des amis. C'est sûr que cette année, ça sera peut-être un peu plus compliqué, quoi, qu'on ait quand même des autorisations. Mais donc, on n'a pas forcément l'occasion de profiter tellement de ce sapin. Mais par contre, quand j'étais petite, c'était vraiment très important. Je pense que pour les enfants, c'est peut-être plus important. Et puis, comme on dit depuis le début, l'objectif, c'est pas non plus de se priver, mais de faire des choix qui sont conscients, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ces choix. Et surtout de les faire en connaissance de cause. Donc, c'est très, très correct d'avoir un sapin naturel. Il faut juste savoir que il y a plein de sortes de sapins. Il y a des sapins qui vont venir de très, très loin et des sapins qui viennent du Québec. Donc, évidemment, comme d'habitude, comme à peu près tout ce qu'on peut, privilégier le local. Et puis, privilégier aussi les sapins qui vont être sans pesticides. Alors, je me suis un peu renseignée, puis apparemment, il n'existe pas de certification biologique pour les sapins, mais il y a quand même des producteurs locaux et ça vaut le coup de leur téléphoner ou d'aller les rencontrer, puis leur demander comment est-ce qu'ils font pour cultiver leurs sapins. Je pense que le sentiment qu'on a par rapport à la personne qui vend le sapin, ça peut aussi être important, puis ça fait partie de l'expérience. Il y a ce qu'on appelle l'Association des producteurs d'arbres de Noël du Québec, qui donne des informations aussi qui peuvent éventuellement rediriger les gens. Je crois qu'on aura éventuellement des liens aussi dans un document qu'on vous fera passer par la suite. Et alors un autre sujet que mon père faisait quand j'étais enfant, c'était d'acheter il avait un grand terrain puis à la campagne et il achetait des sapins de Noël en pot. Alors les sapins de Noël en pot, c'est pas forcément une solution qui est 100% plus écologique dans le sens où ça amène des contraintes si on veut qu'ils restent vivants. Je vais juste passer très rapidement là-dessus, mais à savoir que si on veut que son sapin de Noël en pot reste vivant, il faut le rentrer maximum 3 jours chez soi. Donc on peut le mettre devant une fenêtre si on a un balcon ou accès à l'extérieur, le décorer, puis le rentrer juste au moment des fêtes de Noël. Si on le laisse plus longtemps, il y a des moyens de le conserver un petit peu, puis il y a des informations là-dessus. Mais plus que 10 jours, c'est quasiment sûr qu'il mourra. Donc voilà. Enfin, une dernière solution, c'est de louer son sapin de Noël. Il y a des entreprises qui louent les sapins naturels, mais c'est des sapins en pot et donc encore une fois, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le rentrer pendant un mois ou plusieurs semaines à l'intérieur, le laisser décorer, puis le ressortir, le replanter dehors, comme si de rien n'était, parce qu'il aura perdu ses facultés de prévention contre le froid et donc il mourra de froid. Voilà. Je passe la parole à Sophie pour vous parler de ce que vous pouvez voir en photo ici, donc les sapins de Noël plus créatifs. Ouais, juste avant ça, j'étais dans le chat là, avec Nathalie qui nous disait que chaque année, il y a plein de sapins dans les friperies à acheter. Donc, c'est sûr que déjà, c'est une grosse économie probablement. Puis c'est ça, on sauve de l'enfouissement quand même. Donc, c'est sûr que c'est vraiment mieux que d'en acheter un neuf. Fait que super bonne idée. Je sais qu'il y a Titi Sapin aussi, d'ailleurs, qu'on peut récupérer à l'écoquartier de la Chine, qui sont des petits sapins en pot qu'on peut récupérer puis rendre après. Mais comme tu le dis, il faut les conserver dehors. Donc, c'est quand même une contrainte. Puis,
de mon côté, en tout cas, ça ne me correspond pas forcément bien parce que c'est quand même un camion qui m'apporte un arbre, etc. Et bref, moi, j'aime trop les arbres pour être capable de le couper. Mais comme on le dit tous, je comprends tout à fait que pour certaines personnes, il puisse y avoir tout l'esprit de Noël dans un vrai sapin de Noël dans son salon. Puis je pense qu'il faut savoir s'écouter et respecter ça. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Et du coup, c'est vrai que en fait, depuis 6 ans, en tout cas, que j'habite à Montréal, je n'ai jamais eu ni de sapin en plastique, ni de sapin naturel. Mais par contre, j'ai eu des sapins, j'allais dire, qui ressemblent aux photos que vous voyez sur le slide. Alors, pas du tout, parce que moi, c'est très simple. C'est une guirlande lumineuse avec des boules que je mets en forme de sapin, puis 3-4 décorations de Noël. Et je n'ai pas un grand appartement, puis je crois que je n'ai pas un grand sens de la déco. Il faut que je l'assume. Mais vous verrez qu'il y a des photos, il y a plein d'idées sur Pinterest. Mais certaines des photos qui sont là ne viennent pas de Pinterest, mais viennent des collègues de Sandrine et notamment de Nicolas. Le sapin en bas à droite, c'est Nicolas qui l'a fait. Et je pense que le sapin en haut à gauche, c'est une autre collègue du Gramme. Fait que je trouve que c'est génial parce qu'on n'arrête pas d'en parler. De c'est quoi l'esprit des fêtes. Puis des fois, Noël, c'est juste faire la corvée d'acheter de la bouffe, faire la corvée de faire à manger, faire la corvée d'aller acheter des cadeaux dans les magasins qui sont pleins de monde avant Noël. Mais est-ce que Noël, ça peut être à la place, aller ramasser du bois dans un parc, aller ramasser des cocottes, aller ramasser peut-être quelques branches de sapin cassées ou que tu coupes sans abîmer l'arbre et puis créer quelque chose. J'imagine surtout les gens qui ont des enfants, ça doit être vraiment chouette à faire en famille, mais même en couple, même en famille, que ce soit une activité de créer ça. Puis je pense que tu peux infuser l'esprit de Noël là-dedans et tu peux infuser l'esprit de Noël. On en avait parlé aussi avec des huiles essentielles de sapin baumier où on peut faire des infusions de sapin. Je sais que j'en ai déjà ramassé les bouts des branches de sapin pour faire des infusions. Ça s'achète aussi bio, local et il y a pas mal de magie de Noël dans ces odeurs-là aussi. Oui, ben c'est ça, dans nos conversations, tu sais, quand j'étais genre, pour moi, Noël, c'est l'odeur de mon sapin, tu sais, Charlotte, justement, avait proposé, tu sais, on peut acheter des diffuseurs, puis je pense que tu avais une huile essentielle spécifique que tu aimais bien. Oui, c'est ça, exactement. Alors, l'huile essentielle de sapin baumier, c'est effectivement une super bonne alternative si on a envie de retrouver l'odeur du sapin sans forcément l'avoir chez soi. Il y a des diffuseurs, il y a aussi de l'hydrolat qu'on peut vaporiser, ou on peut en mettre même sur les petits sapins, les faux sapins là qu'on voit, on peut faire des petites décorations en tissu et verser quelques gouttes d'huile essentielle. Puis l'huile essentielle de sapin baumier, ça a l'avantage déjà, ça coûte pas très cher. D'ailleurs, ceux qui gagnent le bon, on en vend chez Mesure, puis c'est comme moins de $10. Mais c'est surtout que certaines entreprises, comme celle qui nous fournit, qui s'appelle la distillerie Cimé-Forêt, qui est au Québec, en fait, ils utilisent les branches et les aiguilles des sapins qui sont coupés, en fait, des arbres en général, qui sont coupés pour leur bois. Donc, en fait, c'est réutiliser des déchets pour en les transformer en matière première. Puis, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc, il n'y a pas de cultures qui ont été faites spécialement pour fabriquer cette huile essentielle qui a donc un impact qui est bien, bien inférieur à de l'huile essentielle de fleurs, par exemple, où ça va être des champs de culture, de monoculture spécialement fait pour fabriquer cette huile essentielle-là. Voilà, donc c'est aussi une alternative et garder l'esprit de Noël pendant le temps des fêtes avec ce genre de produits. Ouais, puis je pense qu'elle a des belles propriétés aussi. Puis là, je sais pas, les petites fioles comme ça, là, ça dure des années, quoi. Oui, absolument. C'est un bon investissement. Oui, c'est ça. 10$ pour son miel. Ouais. Peut-être que je peux expliquer un petit peu comment j'ai fait mon sapin. Donc, c'est celui qui est en bas à droite. C'est d'abord, habiter en appartement, bien souvent, on a un problème d'espace. Donc, de mettre un gros sapin dans le salon, c'était problématique. Donc, j'ai choisi d'utiliser la verticalité de ce mur. Je suis allé ramasser quelques branches dans la forêt, un peu de ficelle, simplement pour relier les branches entre elles. Puis, j'ai coupé les branches à différentes tailles pour faire cet aspect triangulaire. La seule chose dans le sapin qui n'est pas vraiment éco-responsable et écologique, c'est la guirlande lumineuse. Donc, bon, c'est des LED. J'ai déjà réduit au maximum ce que je pouvais. Mais tout le reste est fait à base de soit des petits fruits qui sont dans les arbres qui ont séché ou des fleurs, les plumeaux qui viennent avec cette plante là qui pousse partout au bord des rivières. Je pense que ça s'appelle la graphite. Il y a aussi des pliages, de l'origami et puis des décorations en verre que j'ai acheté à un artisan d'ici.
Donc, voilà. Puis, en fait, le plus vous pouvez personnaliser votre décoration avec des choses que vous faites vous-même, et le plus je pense que vous pouvez vous démarquer, dans le sens où on a toujours envie de se démarquer un petit peu. Là, on est tous humains, on a envie de plaire et de recevoir des compliments sur ce qu'on fait en général. Donc, c'est vraiment les initiatives comme ça qui permettent de vous démarquer des autres personnes, enfin de votre entourage, et puis de laisser un petit souvenir exceptionnel. Donc, moi, mon arbre, à chaque fois que je le mets sur Facebook, je reçois des compliments. Et puis, on l'a fait avec les chats et puis ma conjointe. Puis voilà, on en garde vraiment une belle fierté. Et Justement, tu disais que tu aimes bien recevoir des compliments. Il y a Niva qui dit dans le chat qu'il est vraiment beau ton sapin. Oh et mon chat Non, mais c'est ça, on reste quand même humain. Et puis, le fait de personnaliser à fond, que ce soit notre déco, notre repas ou nos cadeaux, c'est vraiment ça qui marque les esprits des gens, je pense. En tout cas, c'est mon avis personnel. Je ne vais pas t'interrompre, je regarde juste l'heure. Je vois qu'il est 13 heures et je sais qu'il y a des gens qui doivent retourner au travail. Donc, si vous voulez, on va annoncer les gagnants des pierres cadeaux. Merci vraiment d'être resté avec nous pour le Lunch and Learn. Et aussi, n'hésitez pas à rester, on va rester encore 15 minutes pour des questions, discuter, etc. Mais je vais juste annoncer les gagnants. Par contre, de ceux que j'avais sélectionnés, j'en vois quelques-uns qui ne sont pas là. Par contre, j'ai Noah Dari. Noah, est-ce que tu es avec nous? Oui, Noah vient de... alors, attends. Je suis là. Super, bon, ben, tu as gagné une carte cadeau de 10 dans l'entreprise Mesure, donc je te contacterai par courriel ensuite pour te donner les modalités. Et ensuite, la prochaine personne, ça serait Émilie Lacroix. Est-ce qu'Émilie est avec nous? Oui, je suis là. Donc, super, Émilie, je vais te contacter après, peut-être demain, avec les modalités là, pour la carte cadeau de 10 $. Ah, super, merci beaucoup. C'est beau, ça. Moi, je pensais qu'on avait jusqu'à 13h15, là, donc je prenais ça relax. Non, mais tu as raison, c'est juste, je sais qu'il y a des gens qui doivent retourner au travail vu qu'il est 13h, donc je voulais juste être sûre qu'on ne perde pas tout le monde avant d'avoir fait. Mais maintenant, on peut continuer la discussion, là, évidemment. Ben oui, ne nous quittez pas. Donc, vraiment, pour conclure, là, j'aimerais vraiment valoriser les idées créatives qui ont été abordées aujourd'hui. Passer plus de temps à faire les choses avec les gens que vous aimez, pour les gens que vous aimez. C'est vraiment ça, l'esprit des fêtes, a priori, là. Donc, c'est encore une fois une belle façon de marquer les esprits avec des idées simples, mais qui vous ressemblent. Donc, on encourage bien la créativité et l'originalité. Pas besoin d'essayer de mettre en application dès cette année l'ensemble des recommandations qu'on a données aujourd'hui. Allez-y avec ce qui vous inspire le plus dans un premier temps. Chaque petit geste fait une différence. Faites vos choix selon vos valeurs. Renseignez-vous aussi, hein, parce que l'information ne nous tombe pas dans les bras aussi facilement la plupart du temps. Donc, prenez vos décisions en pleine connaissance de cause, dans le fond. Peut-être que vous allez acheter des cadeaux neufs cette année, mais vous pourriez compenser en les emballant avec des tissus récupérés à la maison. Peut-être que vous n'achèterez pas tous vos cadeaux en vrac, mais on pourrait tous ensemble privilégier des artisans ou des producteurs locaux. Il y a plein de façons de faire un Noël plus en harmonie avec la nature, tout simplement en prenant un moment pour étudier nos choix et se poser les bonnes questions. Donc, comme convenu, on passe maintenant à une période de questions-réponses. On a un petit 15 minutes ensemble, après quoi on vous laissera reprendre le fil de la journée. J'ai été vigilant dans le fil de conversation et puis je n'ai pas vu de questions, donc peut-être que... Peut-être en attendant, je vais lire sur le fil de conversation l'idée cadeau de Noah, justement. Donc, je cite donc une idée cadeau pour les proches ou des amis. L'année dernière, j'ai offert à un ami de faire le ménage de son appartement, très encombré, réorganiser les meubles et ses choses et de se débarrasser écologiquement des items non utiles. Bref, il était super content. Apparemment, son appartement est plus spacieux qu'on l'imaginait. Puis c'est une super idée, enfin, c'est entre le bénévolat puis l'activité en famille, et puis c'est une super bonne idée. Nicolas, est-ce que pour Noël, tu viens faire le ménage de mon appart? On en jasera.
OK. Moi, je suis tellement down aussi pour que quelqu'un réorganise. Et comme je te l'ai dit, je suis pas très bonne en déco. Et je me dis, en fait, cette conférence, on l'enregistre. Et ça peut être une bonne idée peut-être de l'envoyer à ses proches. Et des fois, on a des valeurs qui sont tellement différentes, peut-être aussi de gens d'une autre génération de nous, ou tout simplement d'un autre milieu social, ou en tout cas des gens qui sont pas encore ou pas du tout ouverts à tout ça. Je me dis, ça peut être cool parce que, tu sais, les gens veulent nous faire plaisir à Noël et peut-être de leur envoyer une espèce de mode d'emploi. Si tu veux me faire plaisir à Noël, c'est plutôt ce genre de choses qui me fera plaisir. Moi, j'essaie de le dire, des choses neuves, ça me fait pas plaisir, tu sais, essayer de m'offrir des… Et je préfère rien à la limite, ou quelque chose d'occasion, ou quelque chose que vous avez fait de vos mains. Mais alors ça, si j'ai des amis qui écoutent ou j'enverrai la vidéo, qui veulent venir décorer chez moi, je trouve l'idée vraiment géniale. Il y a Émilie Lacroix, justement, notre autre gagnante, qui nous demande pour les emballages, le furoshiki est-elle une bonne option? On en a parlé un petit peu plus tôt. En fait, le furoshiki, c'est une bonne idée a priori. C'est juste que, encore, comme Nico le rementionné, il faut vraiment se poser des questions. C'est-à-dire que l'analyse de cycle de vie de ton furoshiki, tu sais, quel produit chimique est-ce qu'on a eu besoin pour le teindre? Est-ce que c'est du coton biologique? Est-ce que c'est un tissu est-ce que c'est un matériel qui est fait avec des matériaux biologiques? Donc, il y a toutes ces questions à se poser. Et Sophie en a parlé aussi, il y a tellement d'autres façons de faire l'emballage furoshiki, mais avec des tissus qu'on a déjà. Peut-être qu'on a une super belle jupe, mais qui est déchirée ou qui a une tache dessus qu'on ne mettra plus. Ben, tu sais, vous coupez un carré qui est propre et genre, vous pouvez faire votre furoshiki avec ça. Un foulard, un torchon à vaisselle, une tête d'oreiller, il y a plein de façons de faire. Donc, oui, le furoshiki, c'est une super belle idée, mais il faut juste peut-être repenser à comment on le fait, son furoshiki. C'est ça, c'est vraiment peut-être pas l'idée d'acheter un tissu fait pour ça parce qu'on en a plein. Moi, je me souviens, la première année que je l'ai fait, j'étais chez ma maman. Puis ma maman, ça fait 60 ans qu'on lui offre des foulards parce que des fois, c'est le truc le plus facile à offrir quand on est en manque d'inspiration. Et elle les garde tous. Elle a un immense tiroir avec tous ces foulards. Et tu sais, en fait, c'est super pratique parce que c'est carré. Puis on peut trouver plein d'astuces de pliage sur Internet, là, mais c'est tout simple. Moi, je rejoins juste les coins 2 fois. Puis tu sais, ça fait une espèce de petite, je sais pas, friandise, là. C'est tellement simple d'emballer n'importe quoi là-dedans, puis c'est super joli, ça fait plein de couleurs différentes. Et c'est ça, comme je le disais, c'est juste, il y a des gens qui vont trouver ça bizarre que tu leur dises je récupère le foulard à la fin, mais logiquement, cette année, on ne va pas passer Noël avec grand monde, donc ce sera des gens proches. Puis je pense qu'il faut se sentir à l'aise aussi d'expliquer des choses comme ça avec le sourire et avec humour. Mais c'est ça, moi je trouve que c'est une super belle option, puis c'est vraiment beau, là, je trouve, par rapport à des papiers. Puis tu sais, on n'a pas tous ces emballages à la fin. Je me souviens de Noël là à 20-25 avec plein d'enfants à qui on offre plein de cadeaux. Puis tu as des énormes sacs poubelles après pour mettre tout ça. Puis c'est pénible là, de devoir sortir ça, puis de devoir gérer ça. Puis si chacun récupère juste son petit foulard, chacun rentre chez soi, il n'y a pas de bazar. Et puis, donc oui, c'est une bonne option. Mais c'est ça, en essayant d'utiliser des choses qu'on a déjà à la maison. Et comme tu disais, Sophie, et que Émilie précise, là, effectivement, il n'y a aucun problème à repartir avec son emballage. Si on a un seul foulard qu'on y tient et il marche très bien, ça m'est déjà arrivé aussi de faire ça. La toute première fois, c'est par contre, je t'offre pas le foulard avec, mais tu sais, c'est comme genre tu dis ça en rigolant, puis les gens trouvent ça drôle et puis ça inspire aussi. Ça montre, entre guillemets, ça montre un peu l'exemple et puis on se rend compte que ça dédiabolise un peu le côté je récupère mes choses. Moi, ma solution, en fait, c'est que mon foulard, il n'est pas particulièrement. Tu sais, il est, disons, un peu passé mode, donc personne ne veut jamais le garder, mon foulard. C'est aussi une autre Ouais, d'ailleurs, je rajoute un truc. Moi, je garde tous les rubans aussi, parce que ça m'arrive encore quand moi, je sais pas, des boîtes de chocolat, c'est super emballé. Je garde les boîtes de chocolat. Puis, je connais plusieurs chocolatiers à Montréal qui offrent des réductions quand je les ramène. Donc, c'est cool. J'ai un chocolat gratuit ou 10%. Puis, une boîte de chocolat, ça reste propre, là. Mais souvent, ça vient avec des super beaux rubans. Puis maintenant, j'ai une petite boîte à la maison de tous ces beaux rubans que je garde pour faire, que ce soit pour décorer, tu sais, un sapin de Noël fait maison ou quoi, ou pour décorer des cadeaux. Puis, c'est ça. Des fois, c'est des trucs que j'envoie. Puis, j'ai beaucoup de tissus. Puis, j'ai un foulard que je veux donner avec ou un beau torchon ou quoi. Et des fois, c'est des choses que je récupère. Donc, c'est vraiment à chacun de trouver son chemin là-dedans. Et je pense qu'il y a Agathe aussi qui nous demande dans le chat si on va envoyer l'enregistrement de la conférence. Et ouais, c'est l'idée. On l'a enregistré pour les gens qui ne pouvaient pas se joindre aujourd'hui. Mais ouais, je viens de me dire que pour l'envoyer, c'est ça, aux amis, familles, pour leur dire si tu veux me faire plaisir à Noël, écoute ça, ce serait un beau cadeau. Je pense qu'on va le mettre probablement sur l'événement Facebook. Puis pour ceux dont on a les courriels qui sont inscrits sur Eventbrite, on vous laisser de vous envoyer probablement un petit courriel avec les liens dont on a parlé, puis l'enregistrement. Je peux faire du chemin sur le furoshiki. À l'écoquartier La Chine, on a beaucoup de tissus en stock.
Donc, si vous êtes dans le coin, là, la Chine, La Salle, Dorval, Verdun, n'hésitez pas à passer à l'écoquartier La Chine pour voir quels tissus vous pourriez vous récupérer. On les donne gratuitement. Il suffira juste de les découper. Et ça me fait penser aussi que avec ces tissus-là, une fois qu'on les a découpés en carrés, là, on peut aussi faire des tissus cirés. C'est pas bien compliqué. C'est un beau cadeau qu'on peut faire à la maison en à peu près 5 minutes et qu'on peut offrir à des personnes qui sont sensibles à réduire leur impact, par exemple pour ne plus utiliser de saran wrap. Comment on appelle ça? Oui, ça vous Film parle? Le cellophane, Le la cellophane, film ouais. plastique, ouais. Exactement. Ouais, bonne idée. Et puis, il y a beaucoup de conseils qu'on a dit aujourd'hui qui seront présentés dans un guide de Noël qu'on a préparé au Gramme. Il sera sur notre blog. Donc, dès qu'on aura terminé et qu'on l'aura mis en ligne, ben, on partagera ça dans nos réseaux sociaux. Est-ce qu'il y avait d'autres gens? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole, là, pas juste par le chat, là, mais si vous voulez. Moi, j'avais une idée que je voulais partager. Dans le fond, moi, je fais de la couture. J'enseigne la couture à l'école aussi à des élèves, des étudiants. Puis j'ai l'habitude d'offrir des sacs à collation aux enfants. Donc, c'est pas en lien avec Noël, mais dans les fêtes d'amis, souvent, au lieu de leur donner des trucs dans un sac Ziploc, je leur fabrique des sacs à collation réutilisables pour mettre leurs petites surprises qui se mangent leur jujube dedans. Puis là, mes enfants m'ont demandé de leur en faire d'autres. Ils m'ont dit, on pourrait en faire pour les cousins aussi, puis leur mettre des choses dedans. Donc, c'est une bonne idée parce que, tu sais, ça fait un emballage, puis en même temps, ben, ça invite à réutiliser donc, à diminuer la consommation de sacs pour les lunchs. Là, donc, Super bonne idée. J'adore. ça demande un petit peu plus de skills que d'autres choses, mais quand on sait comment le faire, c'est pas tellement compliqué. Ben oui, c'est sûr. Là, si on a tous nos talents particuliers, là, que ce soit en cuisine, en couture, en bricolage, est-ce qu'il y a d'autres mondes qui ont des idées, des super idées cadeaux à nous partager? Je suis curieuse. Il y a Carole qui demande dans le chat à Nicolas comment on procède pour les tissus cirés. Donc, je pense que c'est un carré de tissu. Puis, tu le fais avec quoi? De la cire d'abeille souvent ou de la cire végétale, j'imagine? Tu fais fondre dessus? Exactement, vous découpez un tissu. Bon, si vous avez des compétences en couture ou du matériel, vous vous assurez de faire des beaux rebords. Mais sinon, un simple ciseau et ensuite vous déposez sur une plaque cuisson, vous déposez votre tissu bien à plat. Assurez-vous qu'il soit propre avant ça, évidemment. Puis, vous le recouvrez d'une très fine couche de cire. Donc, effectivement, il existe différents types de cire. Moi, étant vegan, je vais préférer la cire de soja, par exemple. Mais renseignez-vous dans les boutiques de vrac ou les boutiques santé. Vous devriez trouver différents types de cire là, selon ce que vous préférez. Puis, vous le mettez au four. Vraiment, là, 200 degrés, 225. Ouais, température de base là, pour votre four, 350 Fahrenheit, je crois. Vous laissez là 2 minutes. Après 2 minutes, de toute façon, vous le verrez, votre cire aura été absorbée par le tissu et vous ressortez votre plaque, vous laissez sécher ou refroidir 2 minutes, et that's it. Ouais, moi, je l'étends un petit peu là, parce que des fois, ça fait juste comme des spots de cire. Là. Vous pouvez l'étendre un peu avec un vieux pinceau. Là. Agathe a dit lorsqu'il est un peu trop vieux, après beaucoup d'utilisation, pour le laver convenablement, il faudrait refaire fondre le tout. Moi, j'avoue que pour le laver, c'est souvent une question qu'on pose. En fait, de l'eau tiède, pas trop chaude, parce que sinon, vous allez refaire fondre la cire. Puis de l'eau froide, ça lave juste pas. Là. Fait que de l'eau tiède. Puis si vous voulez les refaire, regardez, des fois, là, c'est juste que la cire est craquée, donc vous le repassez tel quel dans le four. La cire va refondre, vous pouvez juste l'étendre comme du monde. Sinon, vous en rajoutez un tout petit peu dessus pour boucher des trous. Puis, that's all. Il y avait une question sur la récupération des guirlandes qui ne fonctionnent plus, les guirlandes lumineuses qui ne fonctionnent plus. Effectivement, si vous n'avez pas d'éco-centre proche de chez vous, renseignez-vous auprès de votre éco-quartier. Je sais qu'à la Chine, on récupère ce type de déchets. Donc, puis ensuite, nous, on s'occupe de trouver, on contacte en fait l'organisme ARP, A-R-P-E, qui récupère tous les petits électroniques, donc ce qui concerne
la vidéo, l'audio, l'informatique, tous les petits circuits électroniques comme ceux-là. Là, il y a Agathe qui se dit qu'il doit y avoir des bactéries quand même à force dans les tissus enduits là. Je pense qu'on peut utiliser du savon avec l'eau tiède pour nettoyer, mais c'est vrai que je pense qu'au bout d'un moment, ça peut être une bonne idée peut-être de le mettre à la laveuse puis de le réenduire. Et puis je pense qu'il y a un moment où ça arrive probablement en fin de vie là, mais je pense que ça peut prendre des années. Et c'est peut-être une bonne idée d'être parti avec du coton bio puis 100% coton. Comme ça, le tout est compostable. Un coton bio, si tu l'as enduit de cire, que ce soit végétale ou de cire d'abeille, ça peut finir au compost. Mais je ne sais pas si ça passe à la laveuse. J'aurais peur que la cire se détache puis en fait tâche les. Moi, je les laverais vraiment plus à la main, eau tiède, savon à vaisselle. A priori, il n'y a pas. Il n'y a pas de problème. Là, au pire, tu les laisses tremper un peu, là, mais je pense que puis peut-être éviter, j'imagine, la viande crue ou ce genre d'aliments pour ceux qui mangent de la viande là dans ces papiers-là. Non, c'est clair. Effectivement, le tissu à privilégier, c'est vraiment le coton. Hein. Puis biologique, comme dit Sophie, c'est bien mieux. Donc non, Agathe, excuse-moi, mais pas ça à la laveuse. On peut faire péter votre machine à laver. Si jamais vous avez des taches de cire quelque part, là, où vous avez un pot avec de la cire, vous n'arrivez pas à le rendre propre, il suffit de chauffer la surface et de mettre un tissu et la cire va être absorbée dans le tissu et votre surface va être propre. Ah, bon Des truc, fois, on s'obstine longtemps avec la cire là, parce que c'est bien collant là, quand même, mais voilà, il suffirait de faire ça. Vous chauffez la surface, vous mettez un tissu et la cire est absorbée dans le tissu. Et puis avant ça, même pour enlever le plus gros, tu peux appliquer un glaçon ou si c'est un pot, le mettre au congélateur. Ça va se casser, ça va durcir, puis tu peux le casser. Effectivement, si c'est imprégné, je pense que c'est la meilleure solution par la suite, quand il n'y en a presque plus, de le chauffer, puis de le faire absorber. Sur ça, on arrive, il est 1h15. Je ne sais pas s'il y avait des dernières questions avant qu'on vous laisse partir. Je laisse la parole. Et sinon, on va vous remercier vraiment beaucoup de vous être joints à nous. C'était super. Des super idées qui ont été discutées pas seulement par nous, mais par vous aussi. Donc, merci. Puis on vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Je pense qu'on peut se le dire, le fin novembre. Un joyeux temps de fête à toutes et tous. Merci beaucoup. Joyeux temps des Merci fêtes. tout le monde. Merci. Au revoir.